Toutes ces choses qui te la feront raidir, rien qu'à te souvenir, pour le million d'années à venir. Malheureusement, tout ce qu'on t'offre pour l'instant, c'est des chattes épilées et des seins en plastique en vidéo, c'est terrifiant. Les oreilles acérées l'auront reconnu. Il s'agit bien sûr d'un couplet emprunté au groupe Fauve. Quelque chose me dit que notre invitée Lisa, responsable de la création de contenu de FemTC à Berlin, n'est pas tout à fait d'accord avec cette critique d'un contenu pornographique uniforme, hétérosexuel, cisgenre, pour les hommes, par les hommes, représentant des femmes déshumanisées, parfois violentées, souvent dégradées. Oui, ça c'est terrifiant. Le porno est patriarcal, comme notre société. C'est bien ça qui me fout la gueule de bois. Mais heureusement, le monde change. Et le porno aussi. Le mauvais porno, porno mainstream, porno hardcore, avec ses clichés machistes où la pénétration est reine, des femmes objetisées, des vulves et pénis marketés, trop grands pour exister, court toujours, et vite et fort. Mais le voilà concurrencé par des formes alternatives de pornographie, plus éthiques, non discriminantes, indépendantes, artistiques, avec en tête la pornographie pour femmes. Alors Lisa, question simple, c'est quoi le porno pour femmes ? Alors, quelle belle intro. Mais quelle belle intro. Je sais même pas comment enchaîner sur ça. C'est incroyable. Alors, le porno pour femmes, déjà, c'est vraiment une question super difficile, c'est vrai que pour commencer. Le porno pour femmes, on va dire, c'est un porno qui est pensé pour stimuler vraiment le plaisir féminin. Alors, j'ai pas trop envie de tomber dans la dichotomie, ok, le plaisir féminin, c'est complètement différent du plaisir masculin. Je pense qu'il y a quand même, on est comme beaucoup plus similaires, en fait, que ce qu'on aimerait nous faire croire. Mais il n'empêche que, il y a quand même, surtout ces 10 dernières années, il y a eu quand même beaucoup de recherches qui ont montré que les femmes répondent à d'autres stimuli, expériencent le plaisir de façon différente, atteignent l'orgasme de façon différente. Et voilà. Et du coup, le porno pour femmes, c'est des contenus érotiques qui sont conçus, pensés pour faire mouiller les femmes, leur faire atteindre l'orgasme. Et ça peut prendre des formes vraiment super différentes, quoi. Donc moi, forcément, je représente plus l'audio, la partie audio. Tu peux nous parler un peu de FemTC, justement ? Ouais, alors FemTC, du coup, c'est une start-up berlinoise qui du coup, on a commencé par une grande étude en se disant, ok, alors qu'est-ce qui fait vraiment, vraiment mouiller les femmes ? Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus le Kopfkino. Donc en allemand, Kopfkino, ça veut dire tête cinéma. Donc c'est de laisser beaucoup plus la place. Je rappelle que j'ai pas mon niveau LV2 allemand, donc la traduction c'est génial. T'inquiète pas, je pense qu'à Berlin, personne ne sait dire autre chose que est-ce que je peux prendre ça à emporter. Donc il y a aucun problème. Mais oui, effectivement, du coup, le Kopfkino, donc c'est finalement permettre aux femmes de projeter en fait tout leur désir, tout leur bagage en fait sur de l'audio, de laisser beaucoup plus de place à l'imagination. Et donc voilà, on s'est rendu compte que là j'ai en tête un truc assez marrant c'est une étude d'une ethnologue qui avait aussi montré un couple de chimpanzés en train de copuler à une population masculine, une population féminine. Elle s'est rendue compte que la population féminine trouvait ça super excitant. Et c'était pas beaucoup plus que les hommes. Et c'était pas parce qu'on est déviante. C'est juste qu'en fait l'idée même de deux créatures qui font du sexe, c'est excitant en fait. C'est pas tellement la vidéo, on s'en fout. C'est le fantasme. Exactement, on s'en fout de la vidéo. Enfin, c'est pas vraiment le visuel. On n'a pas besoin de voir la pénétration que tu vas voir sur Pornhub. C'est l'idée même qu'en fait il y a des êtres qui expériencent le plaisir en fait et qui du coup atteignent l'orgasme. Ça c'est super excitant et je trouve ça trop cool. Je trouve qu'en fait c'est l'idée du sexe qui est beaucoup plus excitante que le sexe finalement. C'est l'objet sexe, exactement. Quoi. Plus que voir un gros pénis en action. Et du coup, nous c'est ce qu'on fait avec FemTC. D'accord. En soi, moi là, ce que tu dis, ça me parle parce que tu sais, même dans ton expérience quotidienne, quand tu rencontres quelqu'un, il y a toute une période avant d'arriver à un rapport intime, quoi, enfin de coucher ensemble. Tu te projettes là-dedans déjà, tu l'imagines, et c'est à ce moment-là, je trouve que la relation, elle prend une autre tournure et que ça devient justement excitant, quoi, de pouvoir voilà, tu tournes autour de la personne, tu te parles, tu te cherches et tout. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la chose en tant que telle, enfin l'acte ou la pénétration comme tu dis, mais c'est peut-être davantage l'idée que ça va arriver ou que tu vas avoir un rapport, quoi. C'est la drague.
Ouais, bah ouais. Ouais. C'est un peu la drague qui est excitant avant une relation. Ouais, exactement. Alors moi, je serais quand même assez, enfin, je suis d'accord avec toi, Gabriel, dans le sens où, du coup, nous, ce qu'on fait, donc, avec cette plateforme où tu peux écouter des audios, tu choisis des histoires, donc, on fait des histoires érotiques, en fait. Donc, c'est des formats très courts, en fait, qui sont vraiment basés sur la masturbation féminine. Voilà. Donc, tu vas sur la plateforme, tu dis, OK, j'ai envie d'avoir une histoire avec un gangbang, avec cette voix masculine qui a un accent, je sais pas quoi. Et tu vas avoir un audio qui va être fait pour toi en 8 minutes. Donc, t'as ça. Et t'as le côté vraiment porno. On a des personnes des couples qui s'aiment, qui font, pas forcément, ça peut être aussi des relations polyamoureuses, peu importe, mais je veux dire, c'est juste des personnes qui ont de la tendresse et qui s'enregistrent du coup en faisant l'amour, en faisant du sexe. Et donc, nous, on prend le son et on le met sur notre plateforme. Et voilà, donc là, on est vraiment dans le porno et c'est une nouvelle façon de faire du porno. Ça n'a rien à voir avec les grandes machines industrielles. Bah justement, j'allais te demander quelles sont les grandes différences en fait et est-ce que finalement on n'en fait pas tout un foin du porno mainstream? Alors les grandes différences. Alors le porno mainstream, donc déjà, enfin c'est un peu un truc fourre-tout. Donc globalement, on va appeler le porno mainstream, c'est vraiment le porno de base, le porno classique. Quand tu vas chercher sur Google porno, je vais voir une vidéo de sexe, tu vas tomber là-dessus. Donc là, on parle des grandes plateformes du type Pornhub, YouPorn, etc. qui ont... quand je te dis grandes plateformes, c'est genre 115 millions de vues par jour. C'est monstrueux. Bah, ça fait partie des premiers sites internet au monde, c'est les premiers qui ont gros contenu, les premières plateformes digitales, c'est pour sûr. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que là, si tu commences à regarder Pornhub maintenant, tout leur contenu, ça te prendrait 170 ans. 170 ans de regarder du porno non-stop. Donc en fait, tu t'imagines l'industrie qu'il y a derrière. La masse. Et en comparaison, vous, par exemple, en stream, pour ce que vous vendez le mieux, c'est combien? Ah, ça, je peux pas te dire. Ça, je peux pas te dire. Mais bien tenté. Est-ce qu'il y a un gros écart ou pas? Bah oui, c'est complètement. Tu vois, c'est ça aussi le côté, si tu veux comparer le cinéma d'auteur et puis, et tu vas un peu le faire, c'est clair. Et alors, attends, moi, j'avais une question parce que... finir, sur les différences. Ouais, du coup, donc le porno mainstream, qu'est-ce que je disais? Voilà, du coup, donc c'est parce que la vidéo de base que tu vas trouver, que tu vas clairement trouver sur Internet en 2 secondes. Donc en fait, c'est assez facile de se rendre compte lorsque tu tombes sur une vidéo porno que c'est du porno mainstream, parce qu'on a quand même toujours les mêmes éléments qui reviennent. C'est quand même globalement tout le temps la même chose, tu vois. Même si on couvre une large palette de fantasmes, de pratiques sexuelles, etc., on retombe quand même globalement sur les mêmes éléments. Donc il y a ce qu'on appelle une chorégraphie genrée. Donc, on a vraiment des jeux de rôle, en fait, dans une sorte d'hétéronormativité et aussi une homonormativité, d'ailleurs, on pourra en parler. Et si on se concentre sur le porno hétéro, on est vraiment dans vraiment les mêmes schémas, les mêmes comportements entre de la femme et de l'homme. Donc, globalement, la femme a tout l'espace. Le corps de la femme est mis en spectacle, donc c'est elle qui fait presque tout le taf, quoi, en fait, du coup, avec ses gémissements, ses expressions, etc. Donc là, on a vraiment une audience masculine la plupart du temps. Donc, on s'adresse vraiment, c'est vraiment la femme qui est sublimée, d'une certaine manière. Et l'homme, il est un peu mis dans son rôle de... il faut bien pilonner, il faut bien bander, il faut bien pénétrer, mais ça s'arrête un peu là, quoi. On voit même pas sa tête parfois. Voilà, on voit ça. Ils sont pas là contents. Exactement. Tu vois, dans le porno gay, au moins ils sourient un peu plus. On a l'impression que ok, ils sont quand même là pour faire la même chose. C'est quand même un peu marrant. Ils sont contents d'être là. Alors que dans le porno hétéro, franchement, le mec, mais t'as l'impression que c'est le bagne, quoi. Enfin, franchement, c'est assez déprimant. Mais dans le porno hétéro, le mec, c'est presque un objet, en fait. C'est un god, en fait. Mais il est là juste pour pénétrer. Mais les deux. Déjà, on le voit même pas, en fait. C'est clair que si on avait une audience féminine, on les mettrait un peu plus en valeur. Là, on s'en bat les steaks. Ils sont en général pas très beaux, tu vois. Ils ont juste vraiment, et aussi, un élément du porno mainstream, c'est le pénis. Enfin, le grand phallus qui est, du coup, vraiment central. C'est vraiment, cet énorme pénis qu'on en fait tout un foin, quoi. Ouais, circoncis. Une petite pensée pour tous ceux qui ont eu un jour sur leur site les petites pubs de tu vas agrandir ton pénis de 18 cm. Et qui ont cliqué dessus. Et qui ont cliqué dessus surtout. Ça, c'est chaud. Exactement. Mais c'est vrai que c'est intéressant, en fait, de voir aussi l'influence du porno mainstream sur la sexualité des hommes en général et surtout des jeunes garçons qui découvrent un peu cet univers-là, en fait. Et de même, je pense que le porno pour femmes doit avoir, je pense, une influence bénéfique aussi et positive pour les femmes qui ont moins l'impression de devoir devenir une femme objet pendant le rapport, en fait. Et peut-être plus confiance en elle. C'est la raison même pour laquelle. Après, je sais pas, dans les pornos audio aussi, tu as du fantasme pour une femme d'être, entre guillemets, femme objet. Ça existe aussi. Ouais, alors ça, c'est super intéressant. Mais ça reste de l'ordre du fantasme. C'est là la différence qui est intéressante avec l'audio. Exactement. C'est juste un fantasme. Et je pense qu'en proportion, c'est quand même énormément moins, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est pas je sais imposé.
Bah, moi je pense, je sais pas, j'affirme rien. Peut-être que Lisa pourrait nous le dire, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça doit exister aussi, mais je pense que c'est quand même dans une moindre mais mesure. c'est juste, ça n'a rien à Parce voir. que Mais je suis d'accord avec toi, Gabriel, mais c'est juste que vraiment, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, en fait, nous, lorsqu'on parle de domination, donc ouais, on a des histoires où il y a vraiment d'hommes sub, et le BDSM en particulier, c'est quand même quelque chose qui est hyper populaire. Mais le problème, c'est que, parce qu'on en fait, nous, c'est qu'on a cette notion de consentement, et cette notion, ce sont des pratiques qui nécessitent un cadre, un entraînement, à la limite une formation pour pouvoir, avant d'étouffer quelqu'un. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est quand même, qui nécessite un peu de savoir-faire, quoi. Et le problème, en fait, que moi, je trouve dans le porno mainstream, donc là, il y a tellement de choses dont je pourrais te parler, tu vois, mais oui, effectivement, le problème, c'est que la plupart des contenus pornographiques aujourd'hui, c'est des contenus où la femme est complètement dégradée, complètement déshumanisée, tu vois. Et j'ai rien contre les rapports de domination, même si c'est vraiment stéréotypal et voilà, peu importe. J'ai rien contre ça, je peux trouver ça super excitant, mais c'est juste que c'est vraiment tout le contenu porno, quoi. Et mais ça va très très loin. Et j'ai même pas envie de dire que c'est un truc de niche, en fait, que la femme soit complètement violentée ou humiliée ou qu'il y ait des rapports, mais juste vraiment de douleur et que ce soit même pas considéré comme BDSM. Tu vois, on fait du sexe une histoire de douleur et de non-consentement, complètement banal. Et donc, moi, ça m'étonne pas, en fait, que finalement, les jeunes garçons qui consomment énormément de porno, je crois que c'est un tiers des Français de genre 18 à 30 ans qui consomment énormément de porno et qui pensent du coup que les femmes prennent du plaisir à être forcées. Enfin, tu vois, c'est cette notion de consentement qui est complètement c'est sûr que quand on va dire t'es même pas majeur, parce que bon, on va arrêter de se mentir, on sait très bien qu'une partie du public c'est aussi des gens qui sont pas forcément majeurs. Quand c'est ta porte d'entrée sur la vie sexuelle, ça c'est grave, parce que je veux dire, t'as jamais eu pour un homme hétéro, t'as jamais eu de contact avec une femme, etc. Et ton premier contact, c'est par une vidéo. On t'impose des chorégraphies, etc. Donc forcément, ta représentation derrière, enfin, elle est horrible, elle est biaisée. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, moi, ça rejoint une question que je me posais quand même, parce que tu as utilisé les deux termes, mais du fait qu'aujourd'hui le porno, ça soit justement principalement quelque chose de dégradant par rapport à la femme, dans les chorégraphies, dans le rapport de violence, etc., les douleurs. Est-ce que vous, dans ce que vous faites, porno pour femmes, porno féministe, est-ce que vous préférez le terme de porno ou d'érotique? Est-ce que pour toi c'est deux choses différentes? Ou est-ce que au contraire il faut revendiquer en fait aussi le mot porno pour montrer qu'il n'y a pas que du dégradant, il n'y a pas que de la soumission là-dedans? Ouais, t'as clairement déjà, enfin pour moi t'as tout compris, quoi. Enfin c'est effectivement techniquement ce qu'on fait. Donc si tu peux différencier l'érotisme et le porno. Hein. Donc le porno, dans les deux cas, on cherche à susciter un désir et une réaction sexuelle et physiologique. Mais dans un cas, on n'est pas nécessairement dans deux personnes qui baisent et qui se filment ou qui s'enregistrent, donc l'érotisme, alors que dans le porno, oui. Donc, d'accord. Donc effectivement, moi j'ai envie de me réapproprier, et c'est un peu le but de FemTC, en fait, c'est le terme de porno, parce que, moi je suis pas du tout contre le porno, j'ai pas envie d'avoir mon gros chapeau de la casse-couille qui est là, ne faisons pas de porno, je trouve ça génial qu'il y ait du porno, et ça va jamais s'arrêter. C'est juste que je pense qu'il y a des manières beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus fantaisistes, beaucoup plus créatives de faire du porno. Enfin, tu vois, lorsque tu regardes les films d'Erika Lust, je sais pas si vous en avez vu, là. Donc, elle a une plateforme. Donc, Erika Lust, depuis 2003, elle a complètement révolutionné le porno. Donc, elle a fait lancer ce porno indé, avec, elle a une énorme maison de production, et elle a notamment X Confessions. Et donc ça, c'est en gros, n'importe qui peut envoyer son fantasme. Genre, putain, hier, j'ai rêvé que y avait un mec en kilt qui me prenait par derrière. Tu peux envoyer ça, et si elle trouve ça rigolo, elle va t'en faire un film. Et du coup, ce qu'elle a vraiment tout changé, c'est pas seulement le plot, en fait, où on s'intéresse. Donc encore une fois, on s'adresse beaucoup plus aux femmes. Donc c'est pas un porno pour femmes, c'est un porno féministe qui s'adresse à toutes les audiences, mais il n'empêche qu'on s'adresse quand même beaucoup plus aux femmes. En tout cas, on les intègre, on les garde en tête lorsqu'on fait lorsqu'on produit, en fait, lorsqu'on shoot le film. Et du coup, tu te rends compte tout de suite, dès que tu scrolles, en fait, sur la page, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus, juste les images, les trailers, en fait, c'est beaucoup plus de sexe oral. C'est vachement rigolo, hein, parce que du coup, en fait, c'est la pénétration, tu vois, on en fait vraiment tout un truc dans le porno mainstream, alors qu'en fait, pour les femmes, c'est pas non plus, il y a bien une raison pour laquelle le sexe lesbien, les femmes qui sont lesbiennes atteignent beaucoup plus l'orgasme que les femmes hétéros. Et est-ce que du coup, le porno pour femmes,
bah justement influence les rapports sexuels que peuvent avoir les femmes. Bah ouais, bien sûr. Enfin, j'espère en tout cas. Sinon, je fais mal mon taf. Mais bien sûr, tu vois. Enfin, quand ils pensent, on en fait. Le sexe, ça donne tellement. C'est tellement lié en fait à la valeur que t'as. Bon, c'est notre société qui est fucked up, hein, mais à la valeur que t'as en tant qu'individu. Tu vois, la figure du puceau, la figure de la salope, etc. Que lorsque t'as une vie sexuelle épanouie, bah moi, c'est un non-sens, en fait, de dire que c'est pas parce que tu permets aux femmes de jouir ou d'apprendre à connaître leur corps que c'est pas comme ça que tu vas changer le monde. Bah, si, tu vois, pour moi, c'est lorsque t'es capable de verbaliser ce que t'aimes, lorsque t'es capable de comprendre comment ton plaisir fonctionne et lorsque t'es capable de te faire jouir toute seule, parce que c'est ça, en fait, dont on parle. Avec Femtasy, ce qu'on fait, c'est la décentralisation de la sexualité. T'as plus besoin d'un partenaire, t'as plus besoin de personne. Tu peux te faire jouir comme tu veux, quand tu veux. Et ça, si ça, c'est pas l'indépendance sexuelle, je sais pas ce que c'est, quoi. J'ai une petite question pour savoir si pour toi le porno doit forcément avoir une valeur pédagogique ou est-ce qu'on peut pas considérer le porno comme un simple divertissement en fait, sans volonté de mettre derrière des valeurs ou une morale. En fait. C'est du porno, tu fais du porno, tu fais ce que t'as à faire et tu passes à autre chose en fait. Toi, c'est un produit de consommation aussi aujourd'hui. Et je sais pas, peut-être mettre de la pédagogie partout. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, même si c'est forcément super intéressant. Donc Tanguy est là comme représentant du cabinet du diable. Non, en fait, non, mais je pense. Non, mais je déconne. Non, parce qu'en fait, tu vois, non, en vrai, c'est vrai que quand tu parles de porno féministe, en fait, c'est plutôt du porno pour femmes qui va toucher les femmes. Or, le problème dans les rapports de domination, c'est entre guillemets l'homme, et c'est pas lui qui est touché par ce porno-là. Donc, il est pas touché par cette pédagogie-là. Et c'est ça, en fait, que c'est peut-être ramener du porno pour femmes féministes dans le porno mainstream, parce que c'est là que tu vas éduquer, réussir à éduquer les hommes, en fait. Ouais, mais après, le truc là, dans ce que tu viens de dire, je suis partiellement d'accord parce que peut-être que les hommes sont pas suffisamment spectateurs de ce contenu-là. Par exemple, là où travaille Lisa. Mais par contre, si t'as de plus en plus de femmes qui ont accès à ça, qui ont connaissance que ce contenu peut exister, je veux dire, c'est aussi, on va pas se mentir, c'est aussi la capacité qu'ont les femmes, et je suis persuadé et rassuré que de plus en plus de femmes savent le faire et se sentent le pouvoir de le faire, de dire non, de dire oui à quelque chose et de formuler leurs souhaits et de formuler leurs désirs. Et tu vois, et ça, je pense que il y a quand même un gap entre les générations de femmes d'aujourd'hui et celles d'il y a peut-être 30, 40, 50 ans sur le simple fait de s'autoriser à avoir un désir et de le verbaliser. Et je pense que ce que Lisa fait, ça permet aussi encore de stimuler ça, quoi. C'est un empowerment un peu sexuel pour les femmes, quoi. Et donc effectivement, ça permettrait, enfin, Lisa, tu le diras sans doute mieux que moi, mais peut-être que justement pouvoir accéder à ces contenus-là, ça te permet déjà de prendre confiance en toi et aussi d'être en capacité de dire non si ça va à un endroit où t'as pas envie que ça aille, en fait. Ouais, alors je trouve ça super intéressant ce que tu nous dis, Tanguy, parce que ouais, effectivement, moi c'est quelque chose contre lequel je me bats en fait à Femtasy, parce que si tu regardes en fait dans les contenus érotiques pour femmes, on a tendance à chaque fois qu'on veut faire un truc féminin, enfin un truc pour les femmes féminins, pas tellement, mais qui du coup target plus les femmes ou les personnes qui s'identifient comme femmes, on en fait un truc forcément intelligent, tu vois. On en fait un truc où il faut que c'est soit mindfulness, soit il y a un côté un peu méditatif ou un côté un peu coaching, performatif, etc. Et moi, ça me fatigue en fait. Ça me fatigue que parce qu'on s'adresse à une population de femmes, il faut que le truc il soit forcément enfin tu vois, qu'il se transcende en fait, intellectualisé, quoi. Ouais. Bah non en fait, tu vois. Donc nous ce qu'on fait, c'est à Femtasy, c'est qu'on n'est pas du tout théorique en fait. On pense que c'est par l'expérience même de ton plaisir. On va pas te dire comment te faire jouir, on va te donner ce qui va te permettre de jouir. Et ça, je pense, c'est vraiment la différence. On est beaucoup plus dans le, comme tu dis, le divertissement. Parce que tu verras, il y aura pas de how to, apprends à toucher ton clitoris sur une plateforme, pas du tout, en fait. On va juste te donner le contenu, on va juste te donner le porn, en fait, et puis t'en fais ce que tu veux. Mais nos compétiteurs ont tendance à le faire, tu vois, et moi, ça me rend dingue, tu vois, cette espèce de pinkwashing, un peu, déviant, de genre, parce que c'est féminin, ça doit être smart, mais pas du tout, en fait. Enfin, du coup, j'espère pas. Mais tu vois, ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, parce que moi, quand, on a commencé à évoquer le sujet avec toi, comme ça m'a super intéressé, forcément, j'ai fait des recherches, etc. Et j'en ai discuté avec une membre de ma famille, très féministe, etc. Et je lui ai parlé de ce que vous faites et de ce qu'on allait parler, etc. quoi. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, elle, tout de suite, elle considérait que si le porno se disait féministe, il devait être hyper clean,
intellectualisé, comme t'as dit Aliénor. Mais tu vois, justement, moi, j'en viens un peu à une différence, c'est que il y a, je pense, le porno pour femmes et le porno féministe, parce que l'un n'oblige pas l'autre. En fait, tu peux très bien, enfin, dans ce que disait Lisa, par exemple, il y a beaucoup de choses de domination féminine, mais qui sont faites différemment et qui effectivement en soi ne sont pas féministes, en fait. Parce que je pense qu'il y a pas volonté à faire du porno féministe, donc avec une revendication politique derrière, en fait. Je pense, Ouais, mais le porno pour femmes, il est déjà féministe de base, non? Mais en fait, c'est là où il y a un sujet. Non, mais c'est là où il y a un sujet. Le sujet, c'est le sujet, c'est la définition de féminisme. À partir du moment où un contenu porno est considéré non, mais c'est vrai. À partir du moment où le contenu, mais c'est une question que je pose, moi, franchement, j'ai pas de certitude par rapport à ça, j'ai pas la science infuse, mais à partir du moment où le contenu est prévu pour femmes, est-ce que le simple fait qu'il s'oriente, qu'il s'adresse à des femmes, en fait quelque chose de féministe, parce que du coup forcément il va y avoir un certain nombre de choses qu'on ne va plus voir ou qui vont moins se voir, ou en fait on va simplement, le simple fait d'être à l'écoute des désirs des femmes, est-ce que c'est ça être féministe dans la question du porno et du sexe, ou est-ce que le porno féministe il doit avoir, comme tu disais Aliénor, est-ce que c'est un porno qui pour le coup a une visée politique, qui affirme un certain nombre de choses, et qui a presque une fable de La Fontaine version porno, quoi. Avec à la fin une morale ou j'en sais rien, tu vois. Moi, je me pose la question parce que du coup, est-ce que le porno pour femmes que tu fais, par exemple, que tu produis, Lisa, avec ta boîte, est-ce que c'est un porno pour femmes éthique? Parce que derrière, t'as les questions de salariat, les questions de production, etc., qui sont super encadrées, de rémunération et tout. Voilà. Ou est-ce que vous dites porno féministe? Alors du coup, c'est un terme qu'on a du mal ils ont du mal à le prendre, en fait, ce terme de féministe, alors que moi, je suis plutôt d'accord avec toi, en fait, Gabriel, que à partir du moment où on cherche à avoir à accorder autant de place au plaisir féminin qu'au plaisir masculin, pour moi, c'est l'égalité femmes-hommes, et du coup, on est féministe, qu'on le veuille ou non. Alors oui, par contre, je comprends quand même ta différenciation, Aliénor, de penser que voilà, si tu fais du porno pour femmes, tu peux être plus ou moins politique. Tu vois, je veux dire, nous, d'une certaine manière, tu pourrais me dire, mais vous êtes pas du tout féministe, vous faites des histoires de plombiers qui vont te prendre sur le comptoir de cuisine parce que t'as pas pu payer. Tu vois, c'est ce que la membre de ma famille me disait. Exactement. Quoi. C'est ce que la membre de ma famille me disait. Pour elle, c'était pas féministe. Exactement, mais je pense que c'est un choc un peu générationnel. Mais si, parce que ça répond à ce qui est féministe, c'est ce qui répond aux besoins d'une femme. Donc en fait, nous, on est beaucoup plus dans cette dynamique-là. Ce que t'as dit, Tanguy, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, qui je suis moi, alors que c'est moi qui décide ce qui va être dans les histoires, tu vois, qui je suis moi pour te dire, non, alors tu vois, en fait, ce qui toi te fait mouiller, en fait, moi, je trouve que c'est pas féministe, en fait. Tu devrais penser différemment. Mais alors ça, si c'est pas à se remettre dans la position du cisgenre, de 50 ans, blanc, qui est en train de te dire, non, tu devrais seulement rêver du missionnaire et surtout être extrêmement passif. Enfin, moi, j'ai pas envie de me cacher derrière le féminisme et de dire, non, en fait, tu devrais toujours rêver de foutre des claques à un mec. Pas du tout, en fait. Donc moi, si franchement, c'est ce qui te fait bander, c'est d'être dominé par un homme, moi, je vais te le donner, ton audio. Après, effectivement. Donc moi, ça, c'est tout mon problème, tu vois, c'est qu'il y a certains trucs où, ça me fait un peu serrer les dents, quand même, de voir des histoires qui sont, où là, tu rentres vraiment dans le stéréotype. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. C'est qu'en fait, le porno, c'est une sorte de caisse de résonance. En fait, tous les stéréotypes, tous les rapports de domination que tu vas trouver dans la société, tu vas le retrouver dans le porno. Et ça, en fait, tu retrouves les problématiques de classe sociale, tu trouves les problématiques de race, tu trouves les problématiques de genre. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et donc, tu vois, dans le porno mainstream, en tout cas en France, tu sais que la première recherche, c'est la figure de la beurette. Et c'est quand même un truc de dingue, tu vois. Donc, c'est figure de la beurette, figure du lascar, donc l'équivalent masculin. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le potentiel érotique des hommes noirs ou des femmes noires, des femmes arabes et des noirs arabes, parce que on est forcément en France, on se retrouve dans une situation où on a clairement pas fait notre devoir de mémoire et notre devoir de pardon avec les guerres d'Algérie. Enfin, tu vois, c'est tout un, je vais pas rentrer dans le détail, mais tu vois, il y a vraiment tout un passé, en fait, tout un passé, par exemple, colonial, ou vraiment tout un bordel avec du racisme structurel en France, qui fait que, cette tension, on va l'utiliser et l'érotiser dans le porno. Et donc, quand tu regardes du porno, tu vois tout ce qui déconne dans la société. Et c'est pareil pour le consentement. Et c'est pareil, pour les relations femmes-hommes. Tu vois, le fait que les femmes se fassent complètement déshumanisées, exploitées, violentées dans le porno, voilà, c'est juste un reflet, en fait, de ce qui se passe dans la vraie vie. Et je sais pas comment vous ressentez. Je suis super intéressée de savoir ce que vous avez vécu. Mais moi, autour de moi, le nombre de femmes, de mes copines qui ont eu des premières relations, genre juste des coups d'un soir,
où le mec a été hyper violent, mais sans s'en rendre compte, tu vois. Genre juste hyper violent. Genre d'une seconde à l'autre, il s'est mis à l'étouffer, tu vois. Mais genre un peu pour rigoler, tu vois, un peu BDSM. Mais c'est hyper traumatique, en fait. Ou genre de passer d'une pénétration vaginale à une pénétration anale en 2 secondes. Genre comme ça, genre je te préviens pas, tu vois. Genre, oh là là, c'est arrivé. Oups, trop tard. Non, mais après, ça... qui fait ça, mais le truc, c'est que beaucoup de gens font ça. Je sais pas si c'est le porno qui crée ça, mais là, moi, je vais vous faire une confidence. À part pour préparer ce podcast, je n'avais jamais regardé de porno de ma vie, ni pour femmes, ni pour hommes, ni pour rien. Voilà, moi j'ai complètement intronisé le fait que c'était pas bien de faire ça, et donc j'ai jamais regardé, tu vois. Et pourtant, je ne peux pas dire que pour autant ma sexualité n'a pas été influencée par ça, en fait. Ouais. Bah, ça m'étonne pas, parce qu'en fait, tes partenaires ont été influencés par ça. Tes partenaires. Donc, c'est ça. Mais après, tu vois, mais moi, du coup, j'ai une question, du coup, qui m'intéresse, parce que, d'autant plus de mon point de vue un peu newbie. Est-ce que, du coup, cette pornographie qui est en plus auditive pour femmes, elle s'adresse, pas elle s'adresse, mais disons que c'est pour un public qui est quand même un peu, en quelque sorte militant, ou qui clique, parce que tu vois, n'importe qui va pas forcément cliquer là-dessus, il faut déjà connaître, avoir un pied dans ce milieu, et du coup je me demande si finalement c'est pas un truc un peu de niche, pour, je caricature, mais pour niche un peu intellectuelle qui veut se faire kiffer, tu vois. Tu vois, je comprends, ta question est super smart, parce que effectivement, n'importe quoi en fait qu'on fait simplement pour les femmes, ou n'importe quel produit qu'on va créer qui est soi-disant féministe, on a l'impression qu'on s'adresse déjà à un public de convaincus, en fait. Alors ce qu'on essaie de faire, du coup moi ce que j'essaie de faire, c'est un produit de masse, en fait. Un produit, moi franchement mon rêve, c'est d'être l'équivalent de Pornhub. C'est d'être un truc que tout le monde peut avoir accès, qui s'oriente pas, qui cherche pas seulement à cibler une population qui a un certain fétiche ou une certaine, j'ai pas envie que ce soit seulement les communautés sex positives, en fait, qui écoutent du fantasy. Pas du tout. J'ai envie que ce soit, je vous en ai parlé déjà, la nana de 77 ans qui nous appelle et qui nous dit, en fait, j'ai eu mon premier orgasme avec vous. Et c'est pour ça qu'on fait fantasy, tu vois, c'est qu'on est des deux autres générations, des personnes qui du coup ont pas du tout été éduquées à des questions d'égalité femmes-hommes, et qui en fait touche notre produit. Alors oui, effectivement, tu as beaucoup d'équivalents d'autres acteurs sur le marché qui font des trucs vraiment super intello, tu vois. Moi, je te parle de je parle de Vox, etc. Et du coup, c'est vraiment des trucs un peu arty. Moi, je trouve ça trop cool. Mais oui, effectivement, parce que je suis féministe, que j'ai 25 ans, et que je suis privilégiée, que j'ai été éduquée à ce genre de contenu, tu vois. Mais ouais, c'est difficile, en fait. C'est difficile parce que là, c'est toujours tabou. En soi, le produit porno audio, de facto, c'est un produit pour femmes, en fait. Ouais. Parce que moi, j'ai écouté du porno audio, et c'est vrai que je pense qu'il y a une différence entre la sexualité des hommes et des femmes là-dessus. De manière générale, en plus, les femmes mettent plus de temps à atteindre l'orgasme qu'un homme. Et donc, du coup, je pense que le porno audio permet justement d'installer un mood. Comment Tanguy, t'es peut-être juste pas doué dans tes expériences. Désolé de te le dire, quoi. Non, mais c'est vrai ça. Non, mais en fait, quand je dis ça, c'est parce qu'il y a des études qui le disent, en fait. Et donc, je pense que le porno audio répond plus à ça, en fait. Ouais, exactement. Complètement. Donc moi, je t'ai parlé de la notion du coup de toujours le cop kino, et de se projeter, de laisser plus de place à l'imagination. Donc il y a effectivement, je pense avec l'audio, on a une sorte de, pas forcément j'ai pas envie de dire le terme douceur, mais c'est quand même une sorte c'est moins in your face, tu vois, parce que du coup, ça rejoint un peu l'idée de fétiche, en fait, de cette notion vraiment de précision, c'est-à-dire, donc nous, on travaille aussi avec Charité, qui est un hôpital en Allemagne, un des plus grands hôpitaux d'Europe, qui en fait on a vraiment un sex lab, et s'intéresse, alors comment se comportent en fait sexuellement les hommes et les femmes, et du coup, et les personnes non binaires. Et c'est hyper intéressant parce que tu te rends compte que la sexualité masculine a tendance à être beaucoup plus focalisée sur des points vraiment précis. C'est aussi pour ça que dans le porno mainstream, tu vas trouver des gros plans de pénétration, mais vraiment, vraiment, t'as un close-up, c'est incroyable, quoi. Tu vois vraiment la pénétration vaginale ou anale. Et ça, c'est hyper excitant pour une grande partie de leur audience. Et du coup, nous, on s'est rendu compte que c'est pas tellement ça, en fait, qui plaît aux femmes. Et ce qui leur plaît, c'est beaucoup plus l'idée, etc. Il faut un peu plus de contexte, il faut un peu plus tanner. C'est super. C'est pas pour dire que c'est pas pour autant qu'elles vont pas être hyper excitées par un énorme gangbang, mais c'est plus que il faut l'amener mieux. Il faut qu'il y ait un peu plus de densité de substance derrière les personnes qui sont là. C'est qu'on a envie j'ai pas envie de savoir si la nana elle a fait ses études de médecine, tu vois, mais j'ai envie quand même de comprendre, ok, quel est son rapport avec l'autre personnage qui est sur scène, quoi. Donc mais du coup, moi j'ai quand même une question par rapport à ça, parce que là on dit
que pour les femmes, il faut davantage de récits au fait autour, etc. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que pour les hommes, il le faut pas aussi davantage? Parce qu'en fait, quand tu réfléchis quelque part, même avec le porno mainstream, tu vois, on te demande pas ce que t'as envie de voir, on te l'impose. Ouais. C'est quand tu dis in your face, quand tu vas sur une Pornhub, etc. Bah, on te l'impose, on t'a aussi appris, tu vois, je veux dire, si on doit dire que on a appris aux femmes à bah, tu vois, ce que tu disais, Aliénor, avant, que t'avais jamais consommé parce qu'on t'a appris que c'était quelque chose de pas bien. Si on apprend aux femmes ça, ce que le porno mainstream fait apprend aussi des choses aux hommes, et donc du coup, est-ce que les hommes eux-mêmes se posent assez de questions par rapport à ça? Ouais. En fait, je pense qu'on a tous Moi, à je pense que gagner le porno mainstream, écouter, il répond à une demande. Le porno mainstream, il répond aussi à une demande. Et en fait, si tu regardes une vidéo où tu as du contexte, j'imagine qu'ils sont capables de voir à quel moment tu cliques, et donc tu passes tous les éléments de contexte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le porno mainstream, c'est du gonzo, quoi. En fait, c'est du porno sans scénario et direct, pénétration, éjaculation, terminé. Et le film fait 8 à 10 minutes, et puis tu passes à autre chose. Mais justement, regarde les productions à l'époque des darons, etc. C'était pas du tout ça, c'était des films. Mais ça, c'était plutôt des films érotiques, les trucs qui passent sur NT1 là à 2h du mat. Non, les trucs que tu regardes en loose day à 16 ans, tu sais. Mais moi, du coup, je rebondis sur un autre truc qui m'intéresse parce que, en plus, d'autant plus, vous avez vu certainement la polémique sur Pornhub qui diffuse des vidéos sans le consentement des personnes, parfois même des mineurs, où en fait les acteurs et les actrices sont très très maltraités et qui sont même pas considérés comme des acteurs et des actrices, mais juste des trous en fait. Et du coup, quel est votre rapport justement aux acteurs et actrices dans le porno indépendant? Et là, je mets un peu tout le porno indépendant parce que même le porno peut-être homosexuel et comment est vu justement l'acteur ou l'actrice? Ouais. Alors je dirais je ferais une première différenciation quand tu as dit le porno homo, parce qu'il y a quand même, donc le porno gay, c'est vraiment une industrie à part entière, c'est un produit culturel à part entière. Depuis les années 70, c'est la dépénalisation de l'homosexualité. Le porno gay masculin, c'est une énorme machine, et c'est aussi homo normé, et il y a aussi des rapports de domination qui sont très genrés. Bah, tu retrouves exactement les mêmes problèmes que dans le porno. C'est même chorégraphie en fait, pour reprendre les mêmes terme, chorégraphies, t'as l'homme actif qui doit être très viril, très entreprenant, qui peut être très violent, etc. Et puis l'homme passif soumis, qui, quoi. pour le coup, exactement. Et puis, tu vas retrouver exactement les mêmes choses que tu vois être fait sur une femme dans un porno mainstream. C'est tout aussi complètement. Et c'est aussi fondé sur vraiment une base de misogynie quand même qui est assez indéniable, où en fait on est sur du mask only parfois dans des catégories où on veut absolument rien d'efféminé parce que c'est considéré comme étant un sous-genre en fait. Donc voilà, donc ça je pense c'est une industrie à part entière. Après t'as effectivement du porno queer indépendant qui là est beaucoup plus marrant, on se prend beaucoup moins sérieux. Enfin je veux dire c'est que c'est quand même quelque chose de, j'ai pas envie d'en faire une blague, pas du tout, tu vois, c'est quand même de l'art en fait, et il y a quand même des contenus qui sont géniaux. Mais voilà, mais là on est beaucoup plus joyeux, c'est une approche beaucoup plus inclusive avec des corps qui sont beaucoup plus différents, etc. Et là on ouvre des espaces en fait. En fait, ce qu'a fait le porno gay mainstream, c'est quand même d'ouvrir des espaces sur des pratiques qui étaient du coup stigmatisées, du genre les pratiques uro, les pratiques de fist fucking, les pratiques de BDSM en fait. Et du coup, au moins le porno mainstream, ce qu'ils ont fait, c'est quand même, le porno gay mainstream, c'est quand même de démocratiser un peu ça et de rendre d'enlever le stigma. Donc ce qu'on retrouve dans une dimension autre dans le porno queer, c'est vraiment de jouer avec les problématiques de genre et d'être quand même beaucoup plus inclusif et d'être, voilà, comme j'ai dit, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus safe. Et du coup, donc c'était quoi la question, Aliénor, rappelle-moi? C'était en vrai de savoir si dans la manière dont c'est tourné et dont c'est créé, est-ce qu'il y a aussi une dimension d'engagement en fait? Alors du coup oui, heureusement oui. Donc je pense qu'il y a toujours un énorme travail à faire sur les soins à apporter aux acteurs et aux actrices, parce qu'il y a quand même, des personnes qui baisent, je sais pas combien d'heures par semaine, on a quand même besoin d'un certain de soins particuliers, d'un accompagnement particulier, etc. Donc ça existe toujours pas. Donc ça, il y a quand même vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus. Après, lorsqu'on parle de safe sex, donc d'utiliser des protections, des conditions de travail, de travailler moins longtemps dans des meilleurs, donc du coup avec des acteurs qui te respectent plus, avec des équipes de production qui te respectent davantage, qui comprennent ton corps, qui comprennent tes besoins, et qui te payent mieux, parce que c'est surtout ça, on fait quand même du porno pour l'argent, soyons quand même assez honnêtes. Du coup oui, là effectivement avec le porno indé, on est quand même beaucoup plus respectueux des besoins des salariés. Donc nous, ce qu'on fait à FemTC, c'est qu'on les paye quand même vraiment très bien.
Et voilà, et on les considère comme des artistes à part entière. Et tu vois, nos lovers qui du coup s'enregistrent en faisant du sexe, on leur envoie un studio et on leur dit, bah écoute, vous enregistrez quand vous voulez, quand vous sentez qu'il y a un peu d'électricité dans l'air, nous on vous donne quelques strips, on dit, écoute, ça serait bien que qu'à un moment donné, vous puissiez faire du sexe sur une table, ça serait vraiment cool que vous fassiez ça dans la salle de bain. Et puis voilà, après on laisse la magie s'opérer. Mais c'est marrant que vous les appeliez des lovers. Bah ouais. Enfin, ça va tellement à l'encontre de ce qu'on imagine du porno où les femmes elles se font tout le temps taper, des trucs comme ça que t'imagines pas qu'il y a de l'amour derrière, quoi. Bah c'est ça, c'est vraiment la différence en fait, c'est que notre intention, notre approche, on cherche pas des performeurs parce qu'il y a pas cette dimension physique en fait, parce qu'il y a pas cette côté visuel qui est de va falloir quand même qu'on trouve des mecs qui ont une grosse bite, hein. Il va quand même falloir qu'on trouve des nanas qui ont et tu vois, et à partir du moment où t'enlèves le côté visuel, parce que mine de rien on respecte l'anonymat, mais enfin c'est notre règle sacrée, quoi. Et parce que voilà, la reconversion après le porno, ça n'existe pas, c'est juste c'est évident. Donc voilà, donc on attire des personnes. Tout le monde en regarde, mais c'est mal vu. Exactement, donc l'hypocrisie totale. Ouais. Et du coup voilà, on attire des personnes de tous les jours, tu vois. Moi franchement, je serais super partante de faire ça, de pouvoir. Bon après, faut que ce soit aussi un peu je pense que ça réponde à certains propres désirs sexuels, tu vois. C'est un peu exhibitionniste là. Mais moi, je trouve ça génial. Alors effectivement, je vais pas trop faire parce que c'est quand même moi qui produit le contenu, mais voilà, tu vois l'idée. Ok, bah écoute, moi je vais te poser une dernière question. Enfin, l'avant-dernière, parce que Gabriel, on a une petite dernière pour toi. Mais la dernière question que je voulais te poser, c'est est-ce que il y a des hommes hétérosexuels ou même homosexuels, enfin, est-ce qu'il y a des hommes qui écoutent ou regardent du porno pour femmes? Alors ça, c'est une super bonne question. Tu vois, parce que l'audience du porno, l'audience des contenus érotiques, c'est pas forcément celle à laquelle tu t'attends. Tu vois, par exemple, pour commencer, pour le porno gay, il y a une partie de l'audience qui est une audience de féministes. Et moi, je le comprends. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Aliénor, mais moi, quand je me pense au porno, le premier truc qui me vient, c'est de me dire, ouais, en fait, le porno, le homme-homme, male-male, ouais, c'est carrément sexy. Et ça, je pense que c'est parce que, d'après, il y a plusieurs raisons, hein, mais c'est notamment parce que les rapports de domination que tu trouves dans le porno gay entre les hommes, c'est beaucoup plus facile, en fait, pour une féministe de le voir dans ce cadre-là que de le voir dans le porno mainstream avec un homme et une femme. Ça, tu peux pas. Enfin, c'est juste, ça fait trop mal parce que c'est trop proche de la réalité, tu vois. Ok. Ouais, ça Écoute permet bien, un peu Tanguy, faut que tu essayes. Ça permet de décentraliser un peu le plaisir sur autre chose, quoi, en fait. Ouais, et puis c'est surtout que c'est. Bah, tu t'identifies pas, en fait. fait. Ouais, tu t'identifies pas, ça, et puis c'est juste que les rapports de domination, enfin, faut pas se voiler la face. Enfin, on a le fantasme du viol, c'est quand même quelque chose d'extrêmement courant, tu vois. Il y a énormément de raisons psychologiques derrière qui sont vraiment différentes aux individus. Mais voilà, moi j'ai pas envie d'arrêter tous ces rapports de domination. Je trouve que ça peut être super excitant. C'est chiant que ce soit devenu la norme et qu'il y ait que ça. Bah ouais, mais tu vois, je suis très surprise parce que très personnellement, moi je pense que c'est mon pire cauchemar, c'est ça vraiment. Ouais, mais pour beaucoup de femmes, ça l'est pas. Cauchemar. Ça l'est pas, tu vois. C'est juste qu'effectivement, se faire violer dans la rue et te faire violer chez toi, c'est l'enfer. Et mais après, se faire prendre de force, c'est rentrer dans l'érotisation, en fait. Pourquoi? Parce que tu vois ça. On le voit même dans des films qui passent au cinéma ou à la télé. On parlerait pas de James Bond. Enfin, franchement, ça me rend dingue. Genre, le mec, pendant tout le film, la nana te dit non, et puis au bout d'un moment, il l'embrasse de force et elle s'abandonne à lui. Mais c'est quoi ce délire? Tu vois, dans la pop culture, on a rendu, en fait, beaucoup plus sexy la femme qui se refuse que la femme qui soi-disant s'offre. Mais c'est quoi ce délire? Bah, là, on retombe sur la question de la culture du viol, en fait. Exactement, c'est la culture du viol. Exactement. Donc voilà, mais du coup, pour revenir sur les audiences, donc ta première question, donc voilà, donc moi ce que je trouve intéressant, c'est que les audiences sont pas forcément celles auxquelles tu t'attends. Donc nous, on a quand même une audience d'hommes qui écoutent nos produits parce que du coup, ils se retrouvent pas dans le porno mainstream, ils se retrouvent pas dans le reste et ça leur plaît. Et donc voilà, donc c'est pour reboucler avec ce que tu disais, Tanguy. Je pense que effectivement notre démarche, même si à première vue elle s'adresse qu'aux femmes, ce qu'on fait, c'est qu'on veut vraiment créer cette indépendance sexuelle pour permettre aux femmes d'être plus libres. Je pense que indirectement, en fait, on va aussi éduquer beaucoup d'hommes et les quelques hommes qui du coup directement nous écoutent, je pense que ça leur fait un gros choc. Mais voilà, mais je pense que effectivement c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Les frontières sont poreuses, c'est clair. Ouais.
Et du coup, alors sans mauvais jeu de mots, comme t'es un peu notre toute première fois pour le podcast, on a une petite question qu'on posera systématiquement et qu'on te pose, donc tu réponds comme tu veux. C'est pour toi, qu'est-ce qui te met à la gueule de bois et comment toi tu la gères? Bonne question. Alors, tu sais, je me dis, est-ce que je fais la réponse politique, tu vois, ou est-ce que je fais... Et en plus, ce que vous voyez pas, c'est que Lisa est en train de se servir un cocktail qui a l'air délicieux. On dira pas quelle heure il est. Hein. Et on dira pas quelle heure il est avec son gin fait maison. Tout le monde est au café, alors que moi, je suis à mon 4e gin tonic, mais pas de problème. Qu'est-ce qui me donne la gueule de bois? Tu vois, moi, je pense que honnêtement, c'est toutes mes, enfin, tu vois, c'est quand je parle à mes copines, en fait, qu'elles me racontent que ouais, ben, en fait, ça fait 2 mois qu'elles pensent à ce moment où elles ont couché avec ce mec, un coup d'un soir qui, en fait, a été, tout d'un coup, voilà, une approche hyper violente, ou blablabla, ou penser que pilonner comme un dingo, c'était ça la norme, en fait, et que, en fait, qu'avoir des rapports de domination, c'était la norme, et qui y pensent encore des mois après et qui ont envie de vomir, tu vois. Donc ça, franchement, ça me donne la gueule de bois, ça me rend dingo, parce que bosser dans cette industrie-là, je me dis, putain, à quoi ça sert? Pourquoi? À quoi ça sert? Mais voilà. Et sinon, comment je les gère? Comme tu vois, je fais des podcasts où j'en parle. Et je bois pas mal de coups. Je bois pas mal de coups. Et voilà. Essayer de créer. Même les deux en même temps. Exactement. Et puis voilà, essayer de changer le monde à un orgasme à la fois, quoi. Bah, merci beaucoup, je pense que Lisa. ce sera le mot de la fin, ça. Le mot de la fin, il est parfait, là. Il est trouvé. Bah, merci beaucoup, Lisa. Et puis, FemTC pour toutes les personnes qui veulent se faire un petit plaisir. Exactement. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast. C'était notre premier et on est très fiers de ce produit. On espère vous avoir donné envie de vous intéresser à ce sujet et on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager à vos amis si ça vous a plu et on a hâte de vous retrouver pour une prochaine gueule de bois. Bye bye!